Après Robert dans la première saison de Feu de camp et Okiku dans la saison 4, je me suis dit qu'il était grand temps de vous offrir de nouvelles visions cauchemardesques sous forme de poupées hantées. Parce que bon, les cryptides des forêts américaines et les spectres vengeurs d'Islande, c'est bien mignon, mais vous avez moins de risques de croiser leur route que celle d'une poupée servant d'Airbnb à une entité démoniaque. Alors par pur altruisme, je vais vous raconter 3 nouvelles histoires qui vous donneront peut-être quelques clés pour faire face à la situation si une telle mésaventure devait vous arriver. Ou peut-être pas. Mais au moins ça fait de la documentation, non ? Comment ça, des cauchemars ? Vous êtes venus ici pour écouter des comptines et des jolies fables, peut-être ? Non, bon, alors on y va. Et surveillez-moi cette attitude ou ça va mal se passer. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. La première jolie poupée que je voudrais vous présenter se prénomme Mandy et comme Robert, elle est actuellement exposée dans un musée. Si vous vous rendez à Quesnel, au Canada, vous pourrez admirer son joli minois à travers une vitrine dans laquelle elle vit depuis 1991. Avec son apparence de poupon du début du XXe siècle, vêtue de ce qui ressemble à une robe de baptême et d'une petite cagoule en crochet, elle pourrait presque avoir l'air angélique. Mais une fois qu'on pose les yeux sur son visage craquelé par le temps et les 2 taches de peinture sur sa bouche semblables à des traces de sang, difficile de s'imaginer dormir dans la même pièce qu'elle. Pourtant, elle a été bien aimée par sa propriétaire à une époque. Sauf que le temps passe, qu'il fait son boulot et qu'un beau jour, Mandy se retrouve sans sa fidèle compagne, qui meurt de vieillesse. C'est sa petite fille qui hérite de la poupée, mais en 1991, elle décide de s'en séparer et d'en faire don à un musée pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle lui semble très fragile et qu'elle a peur que sa fille en bas âge ne l'abîme. La seconde, plus difficile à justifier, est qu'elle ne se sent pas très à l'aise à l'idée de dormir sous le même toit que la poupée. Pourquoi ? Bon, 3 fois rien, hein. C'est juste que parfois, la jeune femme est réveillée au milieu de la nuit par les pleurs d'un bébé. La première fois, elle se rue dans la chambre de sa fille qui, certes, n'est plus un nouveau-né, mais dans la confusion de la nuit, il n'y a que son instinct parental qui la guide. Mais évidemment, l'enfant dort à point fermé. Les pleurs continuent et viennent d'une autre pièce. La mère se met donc à la recherche de cet enfant qui hurle maintenant à plein poumon, mais la seule chose qui s'apparente à un bébé dans la maison, c'est Mandy. Le phénomène se reproduit 1 fois, 2 fois, 10 fois, et au bout d'un moment, il y en a marre. Alors hop, ça part au musée. Et une fois la poupée sortie de sa maison, la pauvre femme traumatisée peut enfin dormir en silence puisqu'elle n'entend plus jamais résonner les pleurs d'une enfant autre que la sienne, bien vivante et bien réelle. Mais Mandy, elle, n'a pas dit son dernier mot, et la délogée ne la neutralise pas pour autant. C'est au tour des employés du musée d'en faire les frais maintenant. Et la poupée est farceuse. Elle a beau rester bien sagement derrière sa vitrine, son arrivée met tout de même la pagaille. Les déjeuners des employés, bien à l'abri dans le frigo, se mettent soudain à disparaître pour réapparaître dans des tiroirs. Des stylos, des livres, des bibelots et même des objets exposés dans le musée disparaissent également, et certains ne sont jamais retrouvés. Bien sûr, l'histoire de la poupée hantée se met à voyager, et bientôt les visiteurs affluent. Très vite, ils constatent que leurs appareils photo et leurs caméscopes ont tendance à mal fonctionner autour d'elles. Certaines personnes jurent sur tout ce qui leur est cher qu'ils ont vu les yeux de Mandy bouger, traquant leurs mouvements. D'autres encore l'ont vue cligner des yeux. Il paraît même qu'elle est capable de se déplacer seule quand les gens ont le dos tourné. Mais pour l'instant, elle n'a encore jamais poussé le vice jusqu'à se glisser dans le sac à dos d'un touriste trop curieux. Peut-être que ce flux constant de nouveaux regards rivés sur elle, empreint de terreur et de curiosité, suffit amplement à satisfaire ses besoins d'attention. C'est en tout cas ce qu'on espère. Mieux vaut ne pas l'en priver. Et maintenant, direction l'Italie, où nous allons faire la connaissance de Pupa. Pupa était fabriquée en 1920 à l'image de sa propriétaire, dont elle devient rapidement la meilleure amie. Son corps est en tissu, sa tête en porcelaine, et ses cheveux sont humains. En grandissant, la petite fille qui partage sa vie raconte à qui veut l'entendre que Pupa est vivante et qu'elle lui raconte plein de choses fascinantes.
c'est une amie fidèle qui garde tous ses secrets, et elle affirme même qu'elle lui a sauvé la vie lorsque les temps étaient plus durs. Ensemble, elles voyagent beaucoup et finissent par s'installer aux États-Unis avec leur famille. Après la Seconde Guerre mondiale, la grand-mère de la petite fille décède. Pour préserver son souvenir, celle-ci prend alors un bouton d'une de ses robes et le coud sur celle de sa poupée pour qu'elle reste toujours près d'elle. Pupa reste à ses côtés jusqu'à son décès en 2005. La poupée ne la suit pas dans la tombe, mais est à la place exposée dans une vitrine dans la grande maison familiale, en souvenir de sa propriétaire et de tout ce qu'elles ont traversé ensemble. Sauf que cette décision ne plaît pas des masses à la poupée qui, selon la famille qui l'héberge, n'aime pas trop rester enfermée. Et comment ils savent ça ? Parce que Pupa communique de façon assez claire pour laisser peu de place au doute. Parfois, elle tape sur la paroi vitrée, comme pour attirer l'attention. Quand ça ne suffit pas, elle change de position, croise ou décroise ses jambes, mais plus intriguant encore, son expression semble changer au fil des années. Et un jour, ses propriétaires réalisent avec stupeur qu'elle a trouvé un autre moyen de se faire comprendre lorsqu'ils aperçoivent un message écrit dans la buée de la vitre depuis l'intérieur du meuble. Donc non seulement Pupa sait écrire, mais en plus elle respire puisqu'il faut du souffle pour faire de la buée et manifestement, elle a le souffle chaud comme un être vivant. Bon, et elle écrit quoi dans sa buée ? Pupa déteste. Ouais, pas trop de doute là, hein. Les dernières nouvelles de la poupée remontent à 2007. Depuis, le domaine du site internet tenu par la famille a expiré et nous sommes sans nouvelles de Pupa. Peut-être s'est-elle échappée ? Peut-être a-t-elle été léguée à une autre famille près de chez vous ? Elle qui voulait tant être libre. Il fallait bien que ça arrive un jour, non ? Des photos d'elle se trouvent facilement en ligne si jamais vous voulez vérifier qu'elle ne se trouve pas dans les affaires de votre famille. Ouvrez l'œil la prochaine fois que vous arpenterez les allées d'un vide-grenier. Vous pourriez bien croiser son regard entre deux vases poussiéreux. Et si vous pensiez que ces histoires ne concernent que les vieilles poupées de nos grands-mères, que nenni, le danger est partout. La preuve avec cette histoire de poupée Elsa hantée. Oui, Elsa, comme dans La Reine des Neiges, parfaitement. Un jouet donc relativement moderne, qui cible les nouvelles générations, et qui n'a rien du cliché du visage en porcelaine figé qu'on s'imagine quand on entend les mots « poupée hantée ». Quand Émilie Madonia décide d'offrir une poupée Elsa à sa fille Aurélia en 2013, elle ne se doute pas qu'elle vient de faire entrer chez elle une entité mal intentionnée. Pourtant, la poupée est neuve, dans son emballage. Elle n'a a priori pas de passé trouble pouvant expliquer son aura maléfique. D'ailleurs, au début, tout va bien. Elle fonctionne à merveille, et quand on appuie sur son collier, elle récite des phrases du film d'animation et chante « Libérée, délivrée », au grand bonheur de la fille d'Émilie. Tout se passe à merveille pendant 2 ans, au cours desquels on entend régulièrement la poupée s'exprimer lorsque sa petite propriétaire presse le fameux bouton. Pendant ces 2 ans, elle fait ceci systématiquement en anglais. Et puis un jour, en 2015, sans que personne n'ait touché à quoi que ce soit en dehors de l'unique bouton présent sur le jouet, elle se met à alterner et à chanter parfois en espagnol. Au cours des 6 ans qu'elle passe dans cette maison, personne ne change ses piles, pas une seule fois. Et pourtant, elle continue à débiter ses répliques de films et ses chansons en anglais et en espagnol. Heureusement, un interrupteur dans son dos permet d'éteindre la poupée pour éviter qu'elle ne s'active dès qu'on la touche ou qu'on la déplace. Pourtant, même quand cet interrupteur est sur off, Elsa lâche de temps en temps ses petites phrases sans que personne ne l'ait activée. En 2019, la famille Madonia en a assez et Émilie jette la poupée à la poubelle. La poubelle est sortie, les éboueurs passent, terminé, on n'en parle plus. Sauf que quelques semaines plus tard, qui est retrouvée assise confortablement sur un petit banc dans le salon de la famille ? Elsa. Les enfants jurent qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils ne l'ont pas repêchée dans la poubelle, comme l'insinue leur mère, et ils sont eux-mêmes très perturbés par ce retour inexplicable. Pendant ce temps-là, la poupée continue à parler et à chanter, mais uniquement en espagnol cette fois. Son retour est de courte durée, car très vite, elle retourne à la poubelle. Le mari d'Émilie la met dans un sac qu'il ferme avec soin, puis le glisse dans un autre sac, lui aussi fermé par un nœud bien serré, et balance le tout dans le bac qui sera vidé par les éboueurs le lendemain matin.
Une fois les poubelles du quartier vidées, la vie des Madonia reprend son cours. Ils reprennent leur petite routine tranquille, voyagent, célèbrent des événements ensemble, et Elsa ne devient vite qu'un mauvais souvenir. Mais un jour, en rentrant de l'école, Aurélia s'arrête net lorsqu'elle arrive devant chez elle. Là, contre la maison, debout, se trouve Elsa. Le soir même, Émilie poste un message sur Facebook pour récapituler les faits et demander conseil. Comment se débarrasser de cette poupée hantée ? Quand on lui demande comment elle peut être sûre qu'il s'agit bien de la même poupée, elle explique qu'Aurélia a dessiné sur ses yeux avec du feutre il y a plusieurs années et qu'à chaque fois que la poupée revient, elle porte les mêmes traces sur le visage. Un ami d'Émilie lui propose alors une solution sur laquelle la pauvre mère terrorisée se jette volontiers. Un beau matin, elle attrape la poupée, l'enferme dans une boîte et expédie le colis chez son ami qui habite dans le Minnesota, loin du Texas où réside la famille Madonia. Elsa arrive à bon port et l'ami d'Émilie met fin à l'histoire en ces termes. « J'ai fixé Elsa au pare-choc de ma Jeep et si elle tente quoi que ce soit de chelou, je la soude à un tuyau en acier et je la jette dans le lac. » Donc si un jour vous voyagez au Minnesota et que vous croisez une Jeep avec une poupée Elsa sur le pare-choc, cheveux au vent, vous saurez que vous venez de croiser une célébrité du monde paranormal. Bon, et si jamais vous êtes vraiment brave et que vous trouvez que votre vie manque de frissons et de sensations fortes, sachez qu'en tapant les mots-clés « poupée hantée » sur eBay, oui, ça existe encore, calmos les jeunes, vous trouverez plein de jolies petites trognes en porcelaine ou en latex à la recherche d'une nouvelle famille à terroriser. En cherchant rapidement, juste pour voir, j'ai par exemple trouvé Lélia, que sa vendeuse décrit comme timide et mystérieuse. Il y a également Gudrun, pour les fans de fantômes islandais, avec qui vous pouvez communiquer à l'aide d'un pendule. Enfin, si vous arrivez à la faire parler. Son propriétaire actuel n'a réussi à tirer que 2 informations de la poupée pour le moment. Et puis sinon, il y a aussi Esma, avec ses jolis cheveux blonds synthétiques, et dont le corps est fourré avec un mélange de tissu et de cheveux humains. Attention, il est recommandé de ne jamais la manipuler à main nue, de la garder enfermée dans une vitrine, et de ne surtout pas tenter un quelconque rituel en sa présence. Et comme toujours, n'oubliez pas, si vous tentez le coup et que les choses prennent un tournant étrange, voire carrément inquiétant, n'hésitez pas à tout me raconter. J'en parlerai à mes copines. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.